un petit récapitulatif, parce que ça semble pour certains obscur, la différence entre grand admissible et admissible. À l'issue de votre premier concours et deuxième concours, si vous faites partie des meilleurs, vous êtes grand admissible, donc vous n'avez pas l'épreuve des oraux à passer. Cependant, vous pouvez avoir certains cas un peu particuliers où si vous êtes par exemple grand admissible en pharmacie, mais vous n'êtes pas grand admissible en médecine, vous êtes que admissible. Ça veut dire que pour être admis en médecine, vous devez faire le choix de passer les oraux. Donc l'étudiant dans cette modalité-là doit choisir entre aller directement en pharmacie, et donc ça s'arrête, c'est-à-dire qu'il va en pharma, mais il ne peut pas prétendre à la médecine puisqu'il a pris d'entrée la voie du grand admissible, et donc laisser sa place en médecine, ou dire finalement, je suis joueur, je rends ma place de grand admissible en pharma et je vais concourir au niveau des oraux et potentiellement décrocher une place en médecine. Donc, au niveau des oraux, que ça soit d'ailleurs pour les passes ou pour les LAS, la modalité est identique. Ce sont 2 oraux de 10 minutes. Concernant les passes, les notes du premier et du deuxième semestre vaudront pour 70% et les 2 oraux pour 15%. C'est-à-dire que finalement, vous rejouez un tiers des points en 2 fois 10 minutes. D'où l'importance d'avoir une préparation la plus efficace possible aux oraux. Vous serez devant un jury de 3 personnes, jury qui sera différent entre les 2 oraux. Le jury ne connaît bien évidemment pas votre identité, vos notes, votre classement, ni votre choix de filière. Alors, pour le jury, on a 3 personnes et la règle normalement, c'est qu'il y a 2 personnes, donc une personne obligatoire de la faculté de médecine et une personne normalement obligatoire de la faculté de droit. Alors, au niveau des modalités, on va être sur une situation de la vie de tous les jours. Ce principe de l'oral, en fait, ne nécessite pas de connaissances académiques. Vous devez faire preuve de logique et de bon sens. Vous allez être confronté à une situation, une problématique de la vie de tous les jours, à laquelle vous allez devoir répondre selon une méthodologie adaptée. Alors, on va faire en interaction parce que c'est plus vivant en plus. C'est la spécificité à Toulouse, c'est-à-dire que il faut faire attention parce que j'ai vu certains sujets de traîner ci et là où il y a des situations médicales. Non, en fait, le principe à Toulouse, ce qu'ils souhaitent, c'est une transférabilité dans le domaine médical. Donc, en fait, ils partent d'une situation de vie quotidienne, hors champ de la médecine. Ça, c'est vraiment un prérequis à Toulouse. Donc, c'est important de le savoir au niveau des sujets. Tout à fait. Alors, la grande difficulté de cet oral, c'est que vous n'avez pas de temps de préparation. Oui. On vous donne une problématique de la vie de tous les jours. Je vous donne un exemple d'anal qui est tombé l'an dernier. Vous voyez votre voisin arroser son jardin. On est en plein été et vous êtes en restriction. Vous n'avez pas le droit d'arroser. Que faites-vous? Donc, c'est vraiment, c'est tout à fait déconnecté des connaissances académiques médicales. Donc, vous avez 2 parties. Une partie en totale autonomie où le jury n'interfère pas. Donc, vous devez suivre une méthodologie qu'on va détailler juste après, qui doit durer 5 minutes maximum. 0,5 points dans la grille pour le respect du temps. Donc, il faut se caler et s'entraîner à faire 5 minutes au maximum. Et une deuxième partie où c'est finalement une interaction avec le jury. Le jour J, vous pouvez prendre un chronomètre, mais pas votre téléphone. Donc, l'épreuve dure au maximum 10 minutes. Donc, l'exercice, en fait, il est en 3 parties au niveau de la méthodologie. C'est ce qu'on appelle le CDI, c'est-à-dire compréhension, décision, intervention. Ou contrat à durée indéterminée pour avoir médecine. Voilà. Donc, l'idée, c'est... l'idée clé, on va vous en reparler après, mais c'est qu'on souhaite entendre l'étudiant réfléchir et nous expliquer comment il va résoudre cette difficulté de la vie quotidienne à travers ce CDI. Donc, bien évidemment, vous serez noté sur le fond, mais aussi sur la forme. Et souvent, l'étudiant, notamment à 18 ans, a plutôt tendance à s'attacher au fond et pas à la forme. Sauf que c'est tout aussi important, puisqu'au final,
C'est un oral. C'est un oral, donc vous avez un langage non verbal, un langage, hop là, nous avons une petite interférence, je m'y remets. Hop là, donc vous avez le langage non verbal, le langage paraverbal et bien sûr le langage verbal. On va rentrer dans les détails juste après. Je te laisse peut-être parler du paraverbal. En ce qui concerne le paraverbal, donc l'intonation, le rythme de la voix, le focus intonatif, en fait, l'étudiant, souvent, on se rend compte d'une chose, c'est que l'étudiant, il ne connaît pas, il ne sait pas ce que ça implique chez l'autre, chez le récepteur, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est très important de se préparer à l'oral parce que celui qui va vous débriefer sur cet oral va vous dire des choses dont l'étudiant n'a pas conscience, en fait. Souvent, l'étudiant n'a pas conscience qu'il parle trop vite ou qu'il parle trop fort ou avec des tics de langage, avec un accent, etc. Donc ça, on vous aide à l'améliorer, c'est important. C'est très important pour la qualité de votre oral. Bien évidemment, vous devez avoir une corrélation entre ce que vous racontez et ce qui est perçu sur votre visage. Donc, vos expressions faciales, votre regard, votre posture, vos touches et vos gestes, votre gestuelle. Effectivement, si vous êtes en train de me dire que la voisine est décédée et que vous nous regardez avec un grand sourire banane, il y a un problème d'adéquation entre les deux. Donc là aussi, il va falloir permettre à l'étudiant que ça soit, qu'il y ait vraiment la corrélation entre les deux avec, moi je trouve aussi une très grande importance du regard. Le regard, très important, ils ont des prérequis, donc quand vous viendrez travailler avec nous, on vous expliquera, on vous donnera nos conseils, et puis surtout, aussi prendre conscience du fait que le stress modifie le non-verbal. Et donc, il accentue. Et voilà. Et donc, souvent, l'étudiant, pareillement, il ne s'en rend pas compte que le stress, chez certains, va générer un sourire permanent ou chez d'autres, au contraire, un visage très fermé. Donc, ça aussi, nous, on aide dans cette amélioration du non-verbal. Et dans les gestes, on se rend compte, pour la plupart des étudiants, qu'il y a beaucoup une posture très fermée. Alors qu'on est sur un oral, vous cherchez à avoir une profession médicale, donc vous devez être dans l'ouverture de l'autre. Donc, il y a tout un travail aussi d'ouverture en termes de non-verbal. Alors, face à cette problématique, vous avez 4 possibilités pour y répondre. Vous pouvez être agressif, vous pouvez être dans une manipulation, dans la fuite, et le dernier comportement, l'assertivité, c'est le comportement qu'il va falloir privilégier, quel que soit votre oral. Voilà, donc dans la grille de correction, l'assertivité, cette année, ils ont modifié la grille de correction, les attendus ont changé un petit peu. Donc, nous, on va vous aider à travailler cette assertivité. C'est quoi? C'est en fait la capacité que vous allez avoir à défendre votre positionnement, votre posture, votre opinion, vos droits, mais tout en respectant ceux des autres. Ce qui est très important dans cet oral, c'est de développer son assertivité. Elle est prise en compte dans la partie 1, elle est prise en compte dans la partie 2, c'est-à-dire que dans l'interaction, on va amener l'étudiant à tester, le jury essaie de tester cette assertivité. On ne se rend pas compte, pareillement que pour le non-verbal ou le paraverbal, que quelquefois les réponses sont des réponses de fuite ou de manipulation. Donc on aide l'étudiant à prendre cette conscience-là. Alors, pour vous le rendre un peu plus concret, on a trouvé qu'un exemple serait mieux. Donc, si on vous dit avec un de vos amis, vous avez commandé ensemble sur Internet un objet, exactement le même, vous allez ensemble le retirer en magasin quelques jours plus tard. À l'ouverture de votre paquet, vous constatez que votre objet est abîmé, celui de votre ami est intact. Comment réagissez-vous? Donc, si vous partez sur le comportement agressif, vous exprimez directement votre colère auprès du commerçant, voire vous lui envoyez votre objet dans la tronche. Si vous êtes dans la fuite, vous ne dites rien à personne et vous prenez sur vous. Si vous êtes dans la manipulation, vous allez tenter subtilement de récupérer celui qui est intact, qui est en soi très sympa, efficace mais pas très sympa, donc ne vous rapportera pas de points le jour de l'oral. Et si vous êtes dans l'assertivité, ce qui est recherché, donc c'est trouver une solution, rapporter au commerçant ce qui se passe et tenter de trouver une solution à l'amiable dans le respect de l'autre.
Alors, au niveau, c'est très difficile de donner des règles types de l'oral, mais il y a quand même des prérequis. Il faut effectivement une résolution intelligente, plausible. Ça doit être réaliste puisque vous allez créer votre scénario, donc il faut que ça soit quand même possible. Cette année, une grille qui est modifiée avec la plausibilité du scénario qui est renforcée. Donc souvent, on a des scénarios qui ne sont pas plausibles. Donc cette année, ils montent un petit peu les points là-dessus. Et structuré selon la méthodologie requise. Toute la grille est basée sur une méthodologie vraiment très précise. On va vous la montrer après. Au niveau de la présentation physique, elle a son importance. On n'attend pas que vous arriviez sur votre 31, mais on attend un minimum. Ça doit vous ressembler, mais effectivement, ce n'est pas le moment de sortir son plus beau crop top. Mesdemoiselles, vous attendrez l'été, mais pour l'oral, ce n'est peut-être pas forcément le meilleur endroit. Donc, on vous conseille l'authenticité. Et ensuite, vos capacités au calme, à la confiance en vous, c'est le plus dur. Hein. Croire en soi, c'est la confiance et l'estime de soi. C'est pas tout à fait pareil d'ailleurs. Et ça se travaille aussi. Et je pense que ça se travaille. On pense que plus vous vous entraînerez, plus vous serez performant là-dessus. Alors, c'est aussi intéressant de faire un point avant de passer un oral sur qui on est. Qui est le candidat? Quelle est votre personnalité? Quels sont vos points forts, vos points faibles? Quels sont donc les points faibles qu'il va falloir devenir forts et les forts à tout à fait continuer d'améliorer? Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi de poser la question à votre entourage. Vous ne vous voyez pas forcément comme votre entourage vous voit. Oui, et aussi comprendre que votre personnalité, elle est flexible en fait. C'est-à-dire qu'on peut la travailler. Une personnalité, souvent, on pense qu'elle est figée et que, eh bien non. On peut vous aider à travailler ça. Voilà, à travers certains tests qu'on peut vous faire faire et puis voir vos prestations à l'oral et vous dire comment vous pouvez vous améliorer dans tel ou tel domaine. Mais pas penser de manière fataliste que vous avez telle personnalité, par exemple, vous n'aimez pas les oraux et donc forcément vous allez avoir une mauvaise note. Ça n'est pas exact parce que ça se travaille. C'est un oral qui est quand même, certes, pas sur des connaissances académiques, mais qui a une méthodologie très précise. Et donc, Et qui rapporte beaucoup de points quand même. Et 30%, c'est énorme. C'est énorme. Ça fait basculer. Hein, si vous êtes excellent à l'oral, un 19 ou 18, 19 ou 20, et c'est des notes qu'on a chaque année. Régulièrement. Vous partez en médecine. A contrario, vous passez à côté d'un oral, ça va être compliqué parce que c'est 30%. Donc, c'est vraiment à prendre en considération. Alors, bien évidemment, il y a un certain nombre de compétences exigibles. La liste n'est bien évidemment pas exhaustive, mais on a listé ce qui nous paraissait le plus important, donc la compassion, l'empathie, la maturité, la communication orale, le professionnalisme, l'altruisme, l'intégrité, le leadership, la curiosité intellectuelle, le travail en équipe, fondamental pour les professionnels de santé, les compétences culturelles, la fiabilité, l'autodiscipline, la pensée critique, l'adaptabilité, le raisonnement verbal, les habitudes au travail, la persévérance, la résilience et la logique. Alors cette année, vraiment les attendus sont un petit peu modifiés. Donc l'université, enfin la fac de médecine, c'est basé, en fait il y a eu une conférence qui a été faite par monsieur Verne d'un très très bon niveau. Et dans cette conférence, il se base sur un rapport qui a été sorti par Santé publique France sur les compétences psychosociales. Donc, on vous encourage à aller lire ce rapport qui est en accès libre sur Internet. Et vous avez dans ce rapport donc un développement sur les compétences cognitives, émotionnelles et sociales. Et cet oral de Toulouse a pour objectif d'aller tester vos compétences cognitives, émotionnelles et sociales. Donc, dans les compétences cognitives, c'est ce que le docteur Delcamp disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, on va aller tester la capacité de l'étudiant à avoir confiance en lui, sa capacité de maîtrise de lui-même, de ses émotions et sa capacité à prendre des décisions constructives. Pour les capacités émotionnelles, en fait, c'est la capacité que va avoir l'étudiant cette année à avoir conscience de ses émotions. On va vous en parler après, on l'a mis sur la diapo, vraiment, en fait,
il faut que vous soyez capable d'identifier vos émotions, mais surtout que vous soyez cette année capable de les contextualiser. Pourquoi ces émotions? Quelle est Et l'origine? quelle est l'origine? Et surtout, ne pas prononcer cette fameuse phrase « je mets mes émotions à distance ». Donc ça, ils ne le veulent plus. Ils veulent au contraire une approche de compréhension des émotions. Et ensuite, la capacité de l'étudiant à gérer son stress. Et enfin, les compétences sociales. Donc, c'est la C'est la communication communication. constructive, c'est la capacité que va avoir l'étudiant à développer des relations avec autrui. Pourquoi ça? Parce que même si c'est des situations de la vie quotidienne, ce qu'ils veulent, c'est la transférabilité sur le domaine des professions de santé, et on sait tous que c'est un travail d'équipe, et qu'on travaille rarement seul quand même en santé, donc c'est très important, les compétences sociales. Donc, comment on va répondre? Il n'y a pas une correction type. Tout peut être entendable si on reste dans le cadre méthodologique imposé. Après, bien évidemment, vous ne devez pas avoir recours à des arguments fallacieux. Votre déroulé doit être logique, argumenté, structuré, avec deux parties, comme je vous l'indiquais tout à l'heure. Une première partie où vous êtes en autonomie totale, c'est vous qui construisez votre scénario, et une deuxième partie où là, c'est interaction avec le jury. Donc, on va rentrer plus en détail juste avant. Alors, je ne sais pas si tu veux. C'est exactement ce qu'on Voilà, vous a expliqué tout à l'heure. Là, vous avez en fait en fait, ils ont monté la grille sur le rapport Santé publique France. Donc, vous retrouvez ce que je vous ai expliqué, cognitive, émotionnelle et sociale. Et là, vous avez le barème qu'ils ont mis côté droit. Donc, après, ce qui est important, c'est surtout la grille, parce que là, vous pourrez le lire et vous y référer. Mais Donc, en c'est fait, c'est surtout la grille suivante. Voilà, où là, Hop. on a les points. Attends, non, elle est Non, là. elle est là. Elle est là. Oui, C'est bon. voilà. Donc là, on a les points. Donc, vous voyez, côté première partie en autonomie, vous avez 10 points. Et donc là, vous avez la compréhension, la décision et l'intervention, le CDI, avec 0,5 pour le respect du temps, 2 points pour la compréhension, 2 points pour la décision, 2 points ou 1 point et Un demi point pour l'intervention. pour l'intervention, 1,5 pour les émotions et 1,5 pour finesse et véracité de la réponse. Là, vous avez votre partie 2 avec 8 points. Donc, vous voyez dans la partie 2, ce qui va être noté, c'est l'adaptabilité de l'étudiant, c'est-à-dire la capacité à répondre aux questions du jury en s'adaptant à des contre-scénarios. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que dans la deuxième partie, on va essayer d'aller inverser votre scénario, voir si vous êtes capable de vous adapter. Ils vont noter votre altruisme et votre empathie, votre assertivité, l'expression d'émotion qui revient. Et toujours pareil, vous voyez, on retrouve finesse et véracité de la réponse. Donc ça, c'est plausibilité de la réponse. On le retrouve dans la partie 2, c'est noté 2 fois. Donc. Et donc, c'est très, très important. Et après, vous avez 2 points en transverse sur la qualité de votre communication. Donc, on va rentrer un peu plus dans le détail, mais rapidement, sans trop, parce que c'est pour vous donner quand même une vue d'ensemble. Ouais. Donc, comme la grille l'indique, votre premier travail, ça va être de reformuler votre problématique. 2 points. 2 points sur le 1. Sur le 2 points sur le point 1, reformuler et compréhension. Ouais. Donc, reformuler l'intitulé de façon simple, fluide, en utilisant le jeu. N'oubliez pas que c'est votre premier contact. On ne refait jamais une première impression. Donc, il faut que d'entrée, vous soyez captivant pour captiver le jury. Donc, vous allez commencer un peu à contextualiser. Si vous êtes dans le cas d'une situation problématique dans laquelle un mot de vocabulaire vous gêne, n'hésitez pas à demander de l'aide au jury. Ça n'est pas comptabilisé, vous ne serez pas pénalisé et ça vous évitera avant tout de faire un hors-sujet. Et c'est encouragé cette année, parmi les nouveautés aussi, ils ont dit qu'ils voulaient des étudiants capables de demander de l'aide. Donc, ce ne serait pas étonnant que dans certains sujets cette année, on ait un mot un peu complexe de la langue française et il ne faut pas hésiter. Il faut aller demander de l'aide, ce n'est pas comptabilisé. Et voilà, ça c'est très intéressant. Après, le deuxième point, c'est les émotions. Donc, nous, ce qu'on vous conseille, c'est d'aller travailler le champ lexical de vos émotions parce qu'on retrouve toujours les mêmes émotions. C'est ça, il y a un champ lexical qui est quand même très pauvre. Je suis choquée, on l'entend, alors qu'il y a quand même d'autres. Vraiment une émotion. Et en plus, ce n'est pas une émotion. Donc, les émotions de Rosenberg sont en français en ligne accessible. Travaillez vos émotions.
le vocabulaire. C'est-à-dire que nous, ce qu'on trouve, c'est toujours les émotions traditionnelles. Et pour vous, nous, ce qu'on vous conseille, c'est que pour vous démarquer, au lieu de dire que vous êtes en colère, vous pouvez, il y a des nuances dans la colère. Voilà, donc il y a un champ d'émotions qui peut être beaucoup plus qualitatif. C'est-à-dire que si vous avez un champ lexical un peu plus châtié, forcément, vous sortirez quand même du lot. On commence donc le CDI, on va y revenir un peu plus en détail. Donc, juste après la reformulation, les émotions, vous avez la compréhension du sujet, puis la décision. C'est là où vous allez avoir un canevas un peu particulier qui est toujours le même et qui doit être respecté. C'est-à-dire qu'on va vous dire, si vous n'agissez pas, dans le pire des cas, qu'est-ce qui se passe? Dans le meilleur des cas, qu'est-ce qui se passe? Si vous agissez, dans le pire, dans le meilleur. Au vu donc de ces possibilités, vous devez choisir la solution gagnante, l'option la plus adaptée, la plus mutuellement acceptable, qui est la plupart du temps d'agir. La nouveauté cette année, c'est qu'ils sont à même de vous poser un sujet où la meilleure des options est de ne pas agir pour ne pas aggraver la situation. Puis vient votre intervention, puis enfin vient votre conclusion. Je trouve que ce qui est intéressant dans cette partie-là, sur cette diapo, c'est que vous pouvez finalement faire un parallèle avec ce qui se passe dans le colloque singulier, dans la relation entre le médecin et son patient. Le patient, quand vient voir son praticien, il va exposer un problème que vous allez reformuler à votre façon. Puis, vous allez chercher à comprendre d'où ça vient. C'est la phase de compréhension. Ces décisions alternatives, on peut les mettre en parallèle, me semble-t-il, avec le diagnostic différentiel. Votre patient, est-ce qu'il a une angine bactérienne ou virale? Et à l'issue, la solution gagnante, c'est que vous posez le diagnostic. Il a une angine bactérienne. Votre intervention, ça va être qu'est-ce que vous allez mettre en place pour pallier à ça? Vous allez mettre une antibiothérapie en place, puisque c'est une angine bactérienne. Et enfin, la conclusion, c'est le rétablissement de votre patient. Donc, n'oubliez pas qu'il y a quand même une certaine logique dans cette épreuve. Je ne sais pas. Oui, très bien. Et surtout, ton exemple, il colle bien avec le fait qu'effectivement, il peut y avoir des situations où il ne faut rien faire. Il ne faut pas mettre de médicaments. Donc, effectivement, cette année, possibilité de ne pas avoir d'action, ce qui est nouveau quand même par rapport à de ne pas agir. Même si on développera quand même l'algorithme, hein, parce que vous êtes obligé de le développer, cet algorithme. Toutes les hypothèses possibles. Donc, dans la phase de compréhension, il faut bien comprendre qu'il y a en matière de communication, il y a des études qui ont été menées là-dessus, et que quand on est face à une situation, un individu, de manière assez générale, va avoir tendance, tous les individus, à développer ce qu'on appelle des biais d'ancrage, ou de confirmation ou d'attribution. C'est-à-dire, c'est quoi ça? C'est en fait notre aptitude individuelle à retenir une seule info et à être dans le jugement, à privilégier une information qui vient confirmer nos idées. Donc ça, l'individu, il va avoir tendance à retenir l'information qui confirme son idée. Ce qui l'arrange. Et ce qui l'arrange. Et à avoir une aptitude à être dans le jugement sur les autres et non sur leurs actes. Et ça, il faut y faire très attention parce qu'en fait, le jugement de valeur est admissible en début de même, mais après, il faut vite arrêter le jugement de valeur parce que la qualité première du médecin, c'est de ne pas être dans le jugement de valeur. Donc, ça, c'est très important. Et de la même façon, on a l'erreur de la cause unique, c'est-à-dire que, comme on vous expliquait, on est dans la transférabilité par rapport à la médecine. Et souvent, on a tendance à croire qu'un événement donné, il n'a qu'une cause. Or, la grande leçon en médecine, c'est que plurifactoriel. Toutes les maladies, enfin, la plupart des maladies sont plurifactorielles. Et donc, on ne peut pas expliquer les choses par un seul élément. Donc ça, c'est très intéressant. Tous ces biais-là, il faut y réfléchir un peu, essayer de travailler dessus pour voir comment vous allez résoudre pour éviter ces biais. Après, pour moi, c'est finalement la phase critique et déterminante d'un oral. Exactement. Un oral est réussi si une compréhension est réussie. C'est ça. Si cette phase de compréhension, si votre scénario n'a pas été suffisamment pensé, développé,
vous allez vous mettre en position de difficulté sur toute la suite du CDI, à la fois dans vos décisions, mais aussi dans vos interventions. Il faut bien penser, je reviens, tu l'as dit tout à l'heure, la véracité du récit. Il faut que ça soit plausible, il faut du réalisme. C'est pour ça qu'on vous met dans la diapo, on n'est pas dans le monde de oui-oui. Oui, il faut du réalisme et puis surtout, il faut que dans cette phase de compréhension, vous nous donniez des éléments. Parce que s'il n'y en a pas, eh c'est trop pauvre dans la résolution. On teste l'intelligence de votre discours, mais votre créativité, votre imagination. Et c'est là qu'on va être… Et c'est vrai que si cette compréhension est trop parcellaire, vous allez vous retrouver en difficulté. Donc, ça revient à dire sur ce qu'on vient de dire sur la diapo. Donc là, c'est l'algorithme. Là, c'est l'algorithme, la décision, donc toujours de la même façon. Donc, si je n'agis pas, pire des cas, meilleur des cas. Si j'agis, pire des cas, meilleur des cas. J'insiste, parce que encore aujourd'hui, je me suis retrouvée avec des étudiants qui me font l'inverse. Soit ils agissent, pire des cas, meilleur des cas. Non, il y a un ordre, donc le même ordre. On vous donnera quand on vous débriefera. Voilà. Et il y a un ordre qu'il ne faut pas changer. Qu'il ne faut pas changer et qui est logique, en fait. Et puis vient enfin votre phase d'intervention. Alors, juste avant de passer à la phase d'intervention, je voulais revenir juste sur cette diapo précédente où vous voyez qu'il faut, j'ai mis PT entre parenthèses pour les phrases de transition. C'est-à-dire que c'est fondamental que dans votre oral soit balisé. C'est-à-dire, le jury peut rentrer n'importe quel moment, à n'importe quel moment, il sait exactement où vous en êtes. Donc, ça va être à vous de concevoir des phrases, balises, que vous utiliserez quel que soit votre oral, et qui permet de stabiliser et de savoir exactement où on en est. Et ça, c'est noté. Vous avez un point et demi sur la structure, le respect de la structure de l'oral. Et il faut savoir que votre jury, il se repère toujours. Voilà. Et c'est vrai que, alors, c'est bien de mettre des phrases de balise, mais il va falloir chercher à mettre des phrases de balise qui sortent un peu du lot. C'est-à-dire que si vous me mettez des phrases de balise pachydermiques, c'est vrai que c'est un peu dommage parce que ça va alourdir votre discours. Donc, je te relaisse la parole pour l'intervention. Alors, la phase d'intervention, c'est donc comment l'étudiant va être de manière précise sur des modalités précises d'intervention pour mettre en application la décision qu'il a prise. On vous a dit tout à l'heure, la règle, ce n'est pas le monde de oui, certes, mais vous êtes encouragé à résoudre dans un sens optimiste. Donc, ça veut dire que ça doit bien finir l'histoire. Donc, à vous de trouver les interventions efficaces avec une règle d'or, généralement, c'est que vous n'êtes pas dans le je résous tout seul, vous devez aller chercher de l'aide extérieure. Vers qui puis-je me tourner pour débloquer la situation? Et ça, c'est vraiment très important parce que souvent, vous avez tendance à vouloir tout résoudre seul. Donc non, il faut être capable d'aller chercher un tiers qui va vous aider dans la résolution parce que vous devez vous positionner dans la peau d'un étudiant. Et pas d'un professionnel de santé. Exactement. Et pas d'un professionnel de santé. C'est-à-dire vous résolvez le même à votre âge, à l'âge que vous avez. Ce n'est pas un médecin de 50 ans qui résout le même. Donc, il est logique que vous puissiez, ou étudiant en fait, première année ou deuxième année de stage en tout cas. Donc, vous êtes à même d'aller chercher l'aide d'un tiers. Ça, c'est important. On peut avoir plusieurs interventions. Important aussi, c'est la hiérarchisation des interventions. Nombreux sont les étudiants qui nous mettent finalement les interventions pas dans une suite logique. Vous commencez de l'intervention la plus importante vers la moins importante. Oui. En n'oubliant pas au niveau des interventions que vous pensez à l'autre, mais sans vous oublier non plus. C'est-à-dire que l'intervention ne doit pas non plus vous mettre en danger. Donc, c'est un juste équilibre qui n'est pas forcément facile à trouver. Cette année, il a été dit qu'il n'était pas nécessaire d'apprendre des numéros de téléphone par cœur pour les interventions. Donc ça, c'est pas une solution. Non, c'est pas une solution. Et puis même, ce serait un conseil quand même assez idiot parce qu'ils sont quand même pas là pour avoir un bottin téléphonique. Non, mais à savoir quand même.
Et on passe, alors juste après l'intervention, bien évidemment, on conclut. Donc, c'est le moment happy ending, comme dans la liste de Schindler, où il se trouve dans les champs avec la petite musique sympa derrière, où finalement, alors, c'est pas le monde de oui-oui, mais finalement, dans la conclusion, on attend quand même un peu ça. On attend quelque chose de finalement très positif, qui montre votre impact dans la résolution de l'équation de la problématique. Vient la deuxième partie avec l'entretien avec les examinateurs, où là, finalement, on va évaluer votre capacité de flexibilité mentale et d'assertivité. En fait, on va chercher à savoir si vous êtes finalement adaptable. Et finalement, la deuxième partie, c'est de vous mettre un peu dans les bâches et de voir comment, face à de la difficulté, comment vous évoluez et comment vous répondez. Avec une particularité cette année, pour la première année, c'est que dans les propositions qui seront faites par votre jury, le jury attendra un moment, va vous faire une proposition tout à fait indécente à laquelle vous devrez répondre non. Et on s'est rendu compte sur les années précédentes que l'étudiant a beaucoup de mal à dire non parce qu'il est influencé, et puis vu la situation de stress, et a plutôt tendance à aller dans le sens du jury. Alors que là, on va vous faire forcément le piège d'attendre un non. Alors, dans cette phase d'entretien avec les examinateurs, souvent, on remarque qu'il y a un effet tunnel, c'est-à-dire qu'en fait, l'étudiant, peut-être sous l'effet du stress, a du mal à changer son positionnement. Donc, ce qu'ils vont noter cette année beaucoup, c'est votre capacité à être flexible, à être assertif, ça on vous l'a dit, mais à changer, en fait, votre positionnement. Et là, il faut que vous soyez capable de déceler les signaux d'alerte du jury qui vous amènent à modifier votre approche, à dire non, comme tu disais, ça c'est important. Parce que si vous restez sur votre positionnement, vous allez perdre les points de la flexibilité mentale et vous allez tomber dans l'effet tunnel. Donc, voici cette fameuse grille qui va vous donner donc les points. Donc, comme on vous le disait préalablement, reformulation, compréhension 2 points, décision alternative 1,5, solution gagnante 0,5, intervention 1. La structure générale 1,5, c'est-à-dire le bon respect du déroulé. Les émotions 1,5, le respect du temps 0,5. Finesse et véracité de la réponse, attention à soi, 1,5. 1,5 fois 2, fois 2, puisque ça sera revu dans la deuxième partie. Donc, ça, c'est la grille de la première partie sur 10 points. Sur la deuxième partie, vous retrouvez votre capacité d'adaptabilité sur 3 points, altruisme et empathie 2,5, assertivité 0,5 et avoir des expressions lors des émotions lors de la situation assertive 0,5. Finesse et véracité de la réponse, attention à soi, vous l'aviez dans la première partie, vous la retrouvez dans la deuxième partie pour 1,5 points. Et si on peut-être revient là, on a sur les émotions cette année beaucoup plus en fait. Parce que si on additionne, émotion, on est à 1,5. Donc, cette année, ils ont dit vraiment les émotions, c'était important. Altruisme et empathie. 2,5. Donc, on est déjà à 4. Moi, l'assertivité, j'aurais presque tendance. Bon, moi, je mettrais le point suivant aussi, je mettrais 5. Voilà, je mettrais au moins un quart sur les émotions. Plus 0,5 et 0,5, regarde. Donc, ça fait presque 5 points. Donc, ça, c'est vraiment une chose qu'il faut bien travailler cette année, les émotions. Et vous êtes évalué à la fois sur votre première et de votre deuxième partie, sur vos capacités de communication pour 2 points. C'est une évaluation transversale, première et deuxième partie. Alors là, on vous a fait un petit condensé finalement d'exemples types qui sont tombés l'an dernier en passe. Je vais en lire un ou deux. Un enseignant agrémente tous ses cours par des propos relevant des théories du complot. Comment pourriez-vous réagir? Là, par exemple, s'il y a un étudiant qui ne sait pas ce que c'est, on vous encourage cette année à demander à votre jury la définition des mots. Vos voisins reçoivent des amis sur leur terrasse et vous entendez leurs jeunes enfants pleurer dans sa chambre depuis plus d'1 heure. Comment pourriez-vous réagir? Vous vous rendez compte que c'est vraiment des situations problématiques de la vie de tous les jours qui ne nécessitent absolument pas de connaissances académiques médicales. Voilà ce qu'on pouvait vous dire donc sur les oraux. Nous, on reste à votre disposition si vous souhaitez travailler les oraux en candidat libre, avec quand même une particularité, une singularité sur Toulouse, puisque nous sommes les seuls
j'ai aucun mal à le dire, les seuls à travailler les oraux en individuel. On va être très clair, travailler les oraux en groupe est une aberration. L'oral, c'est vraiment un entretien, c'est un face-à-face qui permet individuellement d'amener un étudiant au bout de sa formation à avoir 18. Alors, un travail en groupe peut être intéressant dans certains cas, notamment peut-être au début, mais chez nous, que ce soit chez Stéphanie Bim ou au cours du co, vous avez forcément des entretiens qui sont réalisés en termes de jury par des professionnels thésés diplômés. On ne peut pas demander à un étudiant, aussi brillant soit-il, d'être à la hauteur d'un professionnel de santé qui a la vue d'ensemble et qui a la compétence et l'expérience de l'enseignement. Aussi le parallèle tout le temps entre finalement ce CDI, mais aussi le monde médical. Donc, c'est important. Et là, vous avez le panel des professionnels qui seront présents lors de votre jury, puisqu'on vous a dit que vous avez 3 personnes, obligatoirement un médecin, obligatoirement un membre de la faculté de droit. Et donc là, un pharmacien, un médecin, un juriste. C'est important de comprendre que c'est individuel le débriefing. Parce qu'en groupe, on ne peut pas se faire débriefer. Et puis, de toute façon, vos torts ne sont pas les torts du voisin et l'approche est totalement différente. Et puis, on joue aussi sur vos points forts et vos points faibles. Et ils ne veulent pas de formatage. Ça a été dit vraiment à la faculté par les professeurs de médecine qui ont fait les conférences et de dentaire, puisqu'en l'occurrence, c'est un professeur d'odontologie. Ils ne veulent pas d'élèves formatés. C'est-à-dire, en fait, les mêmes formules, ce que tu disais sur les phrases balises. C'est pour ça que vos phrases balises doivent être les vôtres, que nous, on va améliorer, mais on va garder le corps de votre phrase balise. Donc, chez nous, si vous souhaitez vous entraîner en candidat libre, c'est possible, puisque nous fonctionnons à l'oral, sans engagement. Donc, si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez retrouver des informations à la fois sur les sites internet du cours du co passetoulouse.fr, sur nos pages Facebook, Instagram, ou directement par téléphone. Voilà ce que nous avions à vous dire pour vous faire une présentation la plus complète et la plus précise possible. N'hésitez pas à nous contacter si besoin. Nous vous souhaitons une très belle soirée et nous vous remercions. Bonne soirée. À très bientôt. Au revoir.